Parce que j'ai été résident en Tunisie dans les années 2003 jusqu'à 2005. D'ailleurs, je suis allé après au Maroc, donc j'ai fait des missions en Algérie, donc je crois connaître assez le Maghreb. La révolution tunisienne, le printemps arabe, tout ça, ça m'a intéressé. Et comme je travaille dans la communication pour les entreprises, mais aussi dans la communication politique, j'ai pensé qu'une nouvelle démocratie qui était naissante, il y avait un intérêt personnel et professionnel. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être en Tunisie, où je viens très souvent. Je pense qu'au début de la révolution 2011, la Troïka devait pour moi avoir sa chance d'apprendre à communiquer, et comme actuellement le nouveau gouvernement doit aussi améliorer, comme tout le monde doit améliorer sa communication, et c'est pour ça que j'essaie de travailler un petit peu dans ce domaine. Disons que là je suis très perplexe sur la situation actuelle. Je ne sens pas un changement, le changement qui avait été annoncé dans les élections. Voilà. Des gens ont voté aux premières élections de 2011 pour une coalition qui s'est faite avec la Troïka. Là, ils ont voté pour Nida Tounes et d'autres partis politiques, et je ne vois pas de grands changements. Voilà, c'est ma préoccupation actuelle. Mais plus que commenter les résultats des élections, ce qui m'intéresse, c'est de voir les comportements. Et dans les comportements des électeurs, ce qu'il me manque beaucoup, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui se sont inscrits sur les listes électorales. 8,5 millions de Tunisiens qui ont plus de 18 ans. Et sur ces 8,5 millions, il n'y a que 5,3 millions qui sont inscrits sur les listes. Et sur ces 5,3 millions qui sont inscrits sur les listes, il y en a eu même pas 4 millions qui ont voté. Et plus grave encore, aux élections présidentielles et législatives de l'année dernière, il y a eu moins de votants qu'en octobre 2011, près d'1 million de votants en moins. Ça veut donc dire que la Tunisie, nouvelle démocratie, il y a eu une défection d'électeurs entre 2011 et 2014. En 3 ans, 1 million d'électeurs en moins. Donc c'est ça ce qui me préoccupe plus que les résultats, c'est dire pourquoi. Voilà. Et donc pour moi, un des grands problèmes, mais qui là dépasse complètement la Tunisie, c'est la démocratie qu'on appelle représentative. Bon, c'est quoi une démocratie représentative? C'est, dans la tradition, c'est je vote pour des gens qui me représentent à l'Assemblée nationale ou avant l'Assemblée constituante, et une fois qu'ils sont élus, ils sont censés me représenter, et ceci dit pendant un mandat de 5 ans pour ce cas-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les citoyens n'acceptent plus ça, ni dans la démocratie nouvelle qu'est la Tunisie, ni en France, ni nulle part ailleurs. Si on revient, on recadre ailleurs, on est dans une période où on veut tout et l'immédiat. On veut savoir une question, on va à Google et on a tout de suite les réponses sur Google. Comme on est dans une société où on veut donc tout immédiatement, et l'Assemblée représentative, c'est je suis élu, laissez-moi faire mon mandat. Dans 5 ans, vous voterez ou vous ne voterez pas pour moi, suivant ce que j'ai réalisé ou je n'ai pas réalisé. Et cette sanction à 5 ans, c'est vraiment irresponsable, ça devient irresponsable. Je vais prendre 2 exemples. Est-ce que si je vais chez le médecin et qui dit « Oh là, vous êtes malade, je vous donne des médicaments, revenez dans 5 ans, on verra si vous êtes guéri ou si vous êtes encore malade », inacceptable, impossible, totalement utopique. On fait une entreprise d'immobilier, elle dit « Voilà, il faut construire cet immeuble, vous avez 3 ans pour le faire, ben, je reviens dans 3 ans voir ce que vous avez fait ». Non, les gens viennent tous les jours voir l'état des chantiers. Je pense que les votes, l'abstention sont faits que ils disent moi je ne peux pas attendre, je ne sais pas ce qu'ils font et je voudrais savoir. Et donc il y a des solutions. On passe de la démocratie représentative à ce qu'on appelle la démocratie directe. Bon, mais la démocratie directe, très souvent on dit que c'est utopique pour un pays, parce que comment pourrait-on tous les jours savoir l'avis de tous les citoyens? Mais entre la représentativité
et la démocratie directe, il y a tout un tas d'outils. Alors, je reviens sur la représentation. Une chambre représentative en quoi? En quoi elle me représente? En quoi elle représente les Tunisiens ou les Français? Déjà, dans une société, il y a la moitié de femmes, la moitié d'hommes. Dans une assemblée, c'est rarement le cas. Même si en Tunisie, il y a une représentation des femmes assez importante. Mais c'est jamais le cas. Ensuite, il y a des ouvriers, il y a des professeurs, et on constate que les assemblées représentatives font toujours élire des gens d'un statut social élevé. Alors, c'est pas normal. Je rajoute une blague. Elle devient représentative. Pourquoi? La blague, c'est que les gens se représentent à chaque élection. Et qu'ils se représentent pour eux-mêmes, ils se représentent eux-mêmes. Mais ils ne représentent plus la population. Donc là, grave, élément grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une assemblée représentative passant à une assemblée participative, ça peut jouer, mais qu'est-ce qu'on voit surgir en Tunisie et dans d'autres pays? C'est sur le plan national, sur le plan central, il faut la représentation, mais sur le plan local, on peut faire de la démocratie, participative. Ah ouais, c'est quoi? Imaginez, on joue au rugby, un joueur a la balle et il voit arriver tout le pack en face qui va l'écraser, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe la balle derrière, comme ça il est tranquille, et c'est celui qui reçoit la balle qui va tout recevoir. On a l'impression de la même chose. Ah non, sur le plan central, nous, on est OK, c'est la représentation, on a la RP, on a le gouvernement, et l'assemblée participative, c'est pour les élections locales. C'est absolument faux, parce que je prétends que la somme des petites rivières ne fait pas le grand fleuve. La somme des petits ruisseaux ne fait pas le grand fleuve. On a tendance à dire, voilà ce qui s'est passé à Siliana, voilà ce qui s'est passé à Tripoli. Très bien, mais justement, comme c'est du sur-mesure, le sur-mesure, on ne peut pas le généraliser. Donc beaucoup des opérations participatives sur des communes ne sont pas généralisables. Aux États-Unis, il y a une procédure qui s'appelle le recall, c'est proche de l'empêchement, c'est les citoyens, s'ils ne sont pas contents d'un mandat, ont le droit de se regrouper. S'ils réussissent à rassembler un certain nombre de signatures, on a le droit de faire un référendum pour jeter, pardon l'expression, mais pour refaire de nouvelles élections et de changer. Ça a été le cas de Schwarzenegger, le gouverneur des États-Unis. Il a été élu en 2003 parce qu'il y a eu une procédure de recall et l'ancien gouverneur a été mis à la porte. Voilà. Il y a des procédés comme ça. Il y a aussi des procédés participatifs où on peut faire des référendums locaux, où on peut faire même des référendums nationaux sur des thèmes qui ont une importance. Par exemple, la justice, par exemple, la Constitution. Pourquoi n'a-t-on pas fait un référendum pour approuver la Constitution en Tunisie? Moi, je ne rentrerai pas dans pourquoi on l'a fait ou pourquoi on ne l'a pas fait, mais je rentrerai dans un changement de mentalité, une philosophie. On ne peut plus, justement, faire de la politique seulement à partir de textes législatifs qui souvent d'ailleurs ont été faits par ceux qui sont élus et qui ne veulent pas le changement. Il est bien évident que ce que je dis, c'est un gros problème d'application, c'est que les députés n'ont pas envie de changer une loi électorale qui ne leur permettrait pas d'être élus à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une sorte d'immobilisme qui est fait depuis longtemps. Les lois électorales sont faites en France. Je ne prendrai pas le cas de la Tunisie, mais les lois électorales sont faites en France avec des circonscriptions de région, pour que ce soit les barons de chaque région qui soient élus tout le temps. Bon, c'est pas normal. On pourrait avoir une élection au système proportionnel. Bon, ça pourrait changer beaucoup de choses. Tout ça, ça n'est pas organisé parce qu'on n'a pas envie de changer la démocratie. J'ajoute, en plus de ça, que dans la République athénienne, la démocratie, le système de vote n'existait pas. Il n'existait que pour certaines catégories. Mais qu'est-ce qu'on faisait?
on tirait au sort une assemblée. C'est pour ça d'ailleurs, et c'était vrai pour les politiques, et c'était vrai pour la justice. Et on le trouve encore dans beaucoup de démocraties où les jurys sont tirés au sort. C'est pour ça aussi que quand on représente la justice, on voit une femme qui a les yeux bandés et qui tire. Et on tire au sort, et qui tire des papiers. Donc on tire au sort pour la justice et on tire au sort pour la politique, pour qu'il y ait une représentation partout. Donc ce système de vote au hasard a été utilisé en 2009, 2010, 2011 en Islande pour faire une assemblée, puis pour faire une assemblée constituante. La constitution de 2009-2010 en Islande, elle est issue d'une assemblée constituante dont les membres ont été élus au tirage au sort. Par précaution, on avait mis, mettons, 500 députés d'une Assemblée nationale constituante, et on en avait mis 20% qui étaient des gens un peu politiques pour qu'il y ait quand même eu l'assurance qu'il y ait des gens qui connaissent la Constitution antérieure, qui connaissent la politique, pour que l'Assemblée élue seulement, enfin l'Assemblée tire au sort, ne dérive pas ou ne parte pas au hasard. Donc ça existe. Je dirais même qu'après, on peut faire des systèmes mixtes. C'est-à-dire, on présente des listes électorales, mais pour éviter ce qui se passe toujours, on met les plus forts devant, ou ceux qu'on a envie de faire élire, et puis on met les plus faibles derrière, qui ne font là que de la représentation, je dirais, théâtrale, c'est tout. Et du remplissage. Eh bien, il y a une solution de dire, vous faites la liste, vous la composez, ça sera un suffrage à la proportionnelle, mais on va tirer au sort l'ordre des personnes de la liste. Ce qui oblige carrément à ce que toute la liste soit bonne. Parce qu'il peut sortir n'importe quelle personne en première position. Voilà des systèmes alternatifs, qui peuvent permettre à une démocratie de revivre. Et s'il y a du nouveau, il y aura plus de votants. Et s'il y a plus de votants et du nouveau, il n'y aura pas ces dérives, comme en France, vers des partis extrémistes, populistes, où on vote, parce qu'on sait parfaitement, quand on vote Front National, que normalement, au deuxième tour, ces listes ne seront pas élues. Donc c'est des protestations, mais on sait qu'il n'y aura pas de sanctions derrière. Si on revoit tout le système de la démocratie, non plus représentative, mais une démocratie représentative amendée ou une démocratie semi-directe, on arrive à une autre participation. Il faut un état d'esprit. Parce que c'est pas le système législatif, les lois et tout peuvent bénéficier à la démocratie participative ou à la démocratie directe, parce qu'il faut des fonds à allouer aux associations, aux partis politiques ou aux communes ou aux fonctionnaires pour arriver à faire participer les gens. Donc là, c'est la loi, c'est l'Assemblée législative. Mais c'est un état d'esprit, c'est-à-dire on va discuter de la peine de mort à l'Assemblée. De quel droit 500 personnes qui sont dans un hémicycle vont décider de la peine de mort sans peut-être lancer une enquête nationale où les gens vont s'exprimer, et cette enquête nationale, elle est consultative, délibérative, et après, quand on a les résultats, on a des éléments qui font que le politique connaît l'opinion générale, ou des sondages, mais il prend sa responsabilité d'homme politique en disant « je vais même peut-être contre l'avis des électeurs, mais je vais m'expliquer et je prends ma responsabilité. » Donc il y a des solutions pour consulter, pour faire... Alors, je vais dire une autre chose qui m'arrive très souvent. Alors, on regarde des émissions de variété, ou de télé-réalité, où on voit des chanteurs qui viennent, qui chantent, et je suis à ma maison et je peux voter. Et on sort en direct, en live, online. On sort online l'ordre des chanteurs. Et dans tous les pays du monde, on dit qu'il y a des risques à faire voter par Internet. C'est quoi? Il n'y a pas cette volonté.
Il n'y a pas cette volonté. Et en plus, le vote par Internet ne veut pas dire les résultats online. Ça peut dire on peut les faire un jour, 2 jours après. Mais il y a des possibilités en technologie maintenant de faire des votes et des votes où on connaît les résultats online. Donc on pourrait tout à fait poser une question, les gens sont à l'Assemblée, ils reçoivent les résultats, ils s'expriment sur les résultats du peuple. Je vous dis, après, ils prennent la décision de suivre le peuple ou pas de suivre le peuple, et après, ça peut être l'Assemblée qui va voter, mais il y aura eu une consultation. Je pense que, je vais prendre les 2 pays que je connais, mais je connais aussi le Maroc, mais la France, oui, il risque d'avoir un changement, mais un gros changement qui passe par des grèves et une révolution où il y en a assez. Il y a aussi un autre risque, c'est que la candidate du Front National au présidentiel, parce que c'est l'année prochaine, Marine Le Pen, et là, au mois de décembre, il y a une vote pour les régionales, le Front National risque de prendre 3 ou 4 régions et fait des scores partout de 30 à 40%. On est sûr que Marine Le Pen, normalement, arrivera au 2e tour des élections présidentielles. Donc, face à ces solutions, soit les hommes politiques actuels se rendent compte qu'ils vont se suicider ou qu'on va les suicider, et il faudra prendre des mesures. Concernant la Tunisie, il y a des élections locales. Là encore, quand on voit que ça soit Nida ou Narda, il y a des mécontents, Nida et Narda, et il y en a encore plus dans ceux qui n'ont voté ni Nada ni Narda et qui n'ont pas été représentés à l'Assemblée ou qui n'ont même pas eu la possibilité, puisque sur 25 candidats au présidentiel, ou 25-23, les 3 premiers faisaient 85% des votes, ce qui veut dire 15% pour 20, grosso modo, 15% pour 20 candidats. Ils n'ont même pas réussi à faire 1%. Cette démocratie-là, forcément, donne des mécontents. Mécontentement dans les partis politiques qui disent je mérite mieux, mécontentement pour les électeurs qui disent mon vote a été complètement écrasé par le bipartisme. Donc voilà, je pense qu'il y aura des réactions et je pense qu'on arrivera à un bouleversement dans les lois électorales, une révision, une rélecture plus démocratique et participative de la Constitution. Parce que les textes doivent permettre tout ça. La Constitution tunisienne doit permettre une meilleure représentation de la démocratie avec de la participation, de la consultation plus directe. Dans les prochaines années, tout de suite écoutez, je pense que dans les locales, les élections locales prochaines, ça ne se traduira pas qu'il y aura davantage de participation, mais les résultats démontreront un mécontentement grandissant. Je prévois que le nombre de participation, les taux de participation vont encore baisser, alors que normalement dans les élections partout dans les pays, le noyau local est plus fort parce qu'on connaît les gens qui se présentent et en général les participations pour des élections locales sont supérieures à certaines élections nationales. Je vois pas dans l'avenir, mais il est très probable que les élections locales vont démontrer qu'il y a encore une baisse de participation. Ce qui est certain aussi, pour aller dans mon sens, c'est que en Tunisie comme en France, quand on voit qu'il y a 8,5 millions de personnes qui ont plus de 18 ans, et que, je vous l'ai déjà dit, seulement 5,3 millions sont sur les listes électorales et qu'il en vote 3 millions et quelques, ça prouve que déjà la démocratie qui est nouvelle en Tunisie n'arrive pas à s'activer. Et il y a un déficit de démocratie.